Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chausseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission Panorama Info. Durant les 24 années passées dans différents pays d'Afrique, entre 1989 et 2013, j'ai connu, de près ou de loin, de nombreux mouvements rebelles et autres groupes armés. Certains étaient d'authentiques mouvements de libération, avec de véritables programmes et objectifs politiques, ce qui ne signifiait pas, loin de là, qu'ils ne commettaient pas d'atrocités contre les populations civiles, telles que des attaques de villages, des poses de mines antipersonnelles, et bien sûr, ils pratiquaient tous le recrutement d'enfants, le recrutement forcé d'enfants soldats. Dans cette catégorie, je citerai bien sûr la SPLA, l'Armée de libération des peuples du Soudan, qui luttait depuis 1983 contre le pouvoir militaro-islamiste à dominante nordiste au Soudan. C'est cette lutte de la SPLA qui a abouti à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Depuis, c'est la branche politique de la SPLA, mais aussi la branche militaire, bien sûr, qui contrôle le pouvoir à Djouba, la capitale. Des rivalités internes et ethniques ont hélas conduit à des affrontements armés entre factions de la SPLA sous la conduite de seigneurs de la guerre rivaux. Toujours dans la même catégorie, je pourrais aussi citer la RENAMO, Resistencia Nacional de Mozambique, la résistance nationale du Mozambique, qui mena une terrible lutte armée contre le pouvoir marxiste au pouvoir au Mozambique depuis l'indépendance en 1975. La RENAMO était foncièrement anticommuniste et elle a longtemps reçu l'appui du régime minoritaire de Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, et de l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. La RENAMO était un mouvement armé extrêmement brutal qui a commis nombre d'exactions contre la population civile. La discrète mais efficace médiation de la communauté Sant'Egidio a cependant permis l'ouverture de négociations entre le gouvernement et la RENAMO, et ces négociations aboutirent à la conclusion d'un accord de paix, enfin, en 1992, et à l'établissement ensuite d'un régime multipartite. La RENAMO s'est depuis transformée en opposition légale et a accepté de jouer le jeu démocratique en participant aux différentes élections qu'a connues le pays depuis lors. Mais il existe une autre catégorie de rébellion, celle de groupes armés extrêmement brutaux, dont il est difficile de discerner les objectifs politiques. Je pense en particulier à la LRA, la Lord's Resistance Army, Armée de résistance du Seigneur en français, dont j'ai eu l'occasion de parler dans une récente émission concernant mon expérience avec les victimes de mines antipersonnelles en Ouganda, dans le nord de l'Ouganda. C'est durant cette période que j'ai été le témoin privilégié, hélas, des atrocités infligées par cette guérilla contre son propre peuple. La LRA est un groupe armé issu de l'ethnie Acholi, l'une des principales ethnies du nord de l'Ouganda, et son leader, Joseph Kony, est lui-même un Acholi. Et pourtant, même si la LRA prétendait lutter contre le pouvoir sudiste de Yoweri Museveni, c'est le peuple Acholi qui a subi pendant des années les atrocités perpétrées par ce groupe armé, ainsi que les mesures de contre-insurrection prises par l'armée ougandaise. Lorsque je travaillais dans le nord de l'Ouganda, la majorité du peuple Acholi avait été contraint de fuir les villages pour aller s'entasser dans d'immenses camps de déplacés prétendument protégés par l'armée. La LRA a brûlé des dizaines de villages et en a massacré la population, forçant souvent les enfants soldats à tuer leurs propres familles afin de les endurcir. Elle a kidnappé des milliers d'enfants, garçons et filles, et les a conduits
dans ses bases du Sud-Soudan, après d'épuisantes longues marches dans la brousse. Là, ces enfants étaient soumis à un entraînement militaire d'une extrême brutalité, avant d'être envoyés en Ouganda pour tuer, piller et kidnapper de nouvelles recrues. Le pire était que Joseph Kony ne semblait pas avoir de but précis, en dehors de sa haine du pouvoir en place à Kampala. Il prétendait obéir aux esprits et parlait d'établir un régime basé sur les 10 commandements après la victoire, bien sûr, alors qu'il n'a jamais respecté le premier de ces commandements, « Tu ne tueras point ». Au bout de près de 2 décennies d'horreur, l'armée ougandaise a fini par venir à bout de la LRA, qui s'est repliée au Soudan du Sud, puis dans le nord-est de la République démocratique du Congo, et enfin en République centrafricaine. Cette fuite éperdue de pays en pays a été jalonnée de nouvelles atrocités contre les civils, ainsi que de nouveaux enlèvements d'enfants. À l'heure où je présente cette émission, Joseph Kony est toujours vivant, sa LRA existe encore, au fin fond de zones reculées de l'Est de la Centrafrique. Même le groupe Wagner, dans ce pays, n'est pas parvenu à en venir à bout. Joseph Kony n'a toujours pas été capturé et je me demande s'il sera jugé un jour. Toutes ces horreurs de la guérilla de la LRA, je les ai vécues dans la deuxième moitié des années 90 et durant le début des années 2000. Je les ai documentées et je les ai décrites dans plusieurs de mes livres, ainsi que sur ces ondes lors de certaines émissions sur ce sujet au fil des années. Cependant, grande a été ma frustration en constatant que ces atrocités n'intéressaient que très peu nos grands médias. En matière de massacre, il semblerait que certains soient davantage médiatisés que d'autres. Quelles sont les raisons de cette discrimination médiatique? Il y en a plusieurs. Lorsque les victimes sont d'origine européenne, la médiatisation internationale est assurée. On a pu le constater encore il y a quelques jours lors des commémorations de l'écroulement des tours jumelles de New York le 11 septembre. Cet événement, par sa nature spectaculaire et par l'endroit où il s'est déroulé, a reçu une couverture médiatique planétaire et il a profondément marqué l'opinion publique internationale. 24 années plus tard, l'émotion est toujours aussi vive. Or, cet attentat a fait moins de 3000 victimes. C'est malgré tout énorme, ces 3000 victimes. Et je ne voudrais pas choquer nos auditeurs en les relativisant. C'est énorme pour les habitants de New York, mais en fait, si on rapporte ce chiffre au nombre de victimes dans les guerres d'Afrique ou dans d'autres parties du monde, c'est très peu. En une seule journée, dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a parfois, hélas, plus de 3000 morts. Et le conflit qui ravage cette région dure depuis près de 30 années. Il aurait fait environ 10 millions de morts, des morts qui ne font jamais la une de l'actualité en Europe ou en Amérique du Nord. Le pire étant que les 3000 morts de New York ont ensuite été utilisés comme justification pour le lancement par les États-Unis de 2 guerres meurtrières, la première en Afghanistan et la seconde en Irak. Ces guerres ont causé la mort de centaines de milliers de civils afghans et irakiens, sans parler du nombre de tués parmi les militaires états-uniens. Et si on fait le total de ces morts militaires états-uniens, on dépasse certainement celui du nombre de victimes des attentats du 11 septembre 2001. La médiatisation des tragédies dépend aussi de l'identité de ceux qui en sont à l'origine, comme on peut le constater ces temps-ci, hélas, avec la situation à Gaza. Le fait que les victimes soient des arabo-musulmans et que ceux qui ont envahi ce territoire soient des militaires du seul État juif existant sur notre planète, a fait descendre dans les rues de toutes les grandes villes du monde des centaines de milliers de personnes
hurlant leur haine d'Israël et brandissant des drapeaux palestiniens. Or, sait-on que davantage de Palestiniens ont été massacrés en Jordanie, en Syrie et au Liban? Mais dans ces cas-là, le fait que les massacreurs étaient des militaires ou des paramilitaires issus de ces pays, donc arabo-musulmans, ainsi que les massacrés, a fait que ces tragédies n'ont pas reçu le même type de couverture médiatique. Je n'évoque même pas d'autres tragédies où les victimes ne sont pas palestiniennes, mais également musulmanes, comme au Soudan, par exemple, que j'ai eu l'occasion d'évoquer sur ces ondes récemment, ou au Xinjiang, où les victimes sont des musulmans ouïghours, mais dont le sort ne semble intéresser personne. Dans le cas des Ouïghours, il ne faudrait surtout pas dire du mal de la puissante Chine. Même la rue arabe, si prompte à s'enflammer au sujet de Gaza, reste étrangement vide quand il s'agit du Soudan ou des Ouïghours. Même les Turcs, pourtant ethniquement cousins des Ouïghours, restent étrangement silencieux, alors qu'ils se déchaînent contre Israël au sujet de Gaza. Pour Erdogan, les intérêts économiques et politiques semblent passer avant la solidarité ethnique et religieuse. Je viens d'évoquer quelques conflits dont j'ai été le témoin, qui n'ont jamais trouvé leur place dans nos journaux télévisés ou nos magazines grand public. Je vais maintenant vous parler d'une autre guérilla, encore moins connue, mais tout aussi meurtrière. Il s'agit du groupe qui se cache derrière le sigle anglophone de ADF, pour Allied Democratic Forces ou Forces démocratiques unies en français. Ce groupe armé mystérieux est, comme la LRA, d'origine ougandaise, et comme elle, il s'est exporté à l'extérieur des frontières de l'Ouganda. À la différence de la LRA, qui était apparue en pays Acholi, dans le nord du pays, les ADF sont originaires du centre et de l'ouest de l'Ouganda. En 1996, alors que je travaillais en Ouganda, je fus le témoin de leurs sanglants méfaits lorsqu'elles lancèrent des attaques meurtrières contre des écoles, des postes de police et des centres administratifs dans l'ouest de l'Ouganda, dans une région peuplée par l'ethnie des Bakonjo. Ce groupe ethnique était également présent de l'autre côté de la frontière, au Zaïre, maintenant appelé République démocratique du Congo, où il est connu sous le nom de Banande. Bakonjo et Banande parlent la même langue et ils ont les mêmes traditions et le même mode de vie. C'est le colonialisme anglais et belge qui les a divisés avec l'imposition d'une frontière internationale entre eux, au milieu de leur territoire. Les enfants des uns ont été scolarisés en anglais, tandis que ceux des autres l'étaient en français. Ces détails ont leur importance pour comprendre la suite de notre histoire. Les attaques de 1996 furent lancées par surprise et les autorités ougandaises furent prises au dépourvu. À l'époque, l'armée était très occupée avec la LRA dans le nord du pays. Elle fut donc lente à se redéployer dans l'ouest et à chasser les ADF qui eurent tout le temps d'occasionner un maximum de dégâts. Cependant, l'armée finit par reprendre le contrôle de la situation et les attaquants survivants durent fuir à travers la frontière afin de se mettre hors d'atteinte. À cheval sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo-Zaïre se trouve l'imposant et inhospitalier massif du Rwenzori, le deuxième d'Afrique par l'altitude, après l'ancien volcan Kilimandjaro, au nord de la Tanzanie, tout près du Kenya. Le Rwenzori, c'est ce que Ptolémée avait baptisé dans ses écrits de l'Antiquité les montagnes de la Lune. C'est aussi l'une des sources du Nil, puisque le ruissellement issu de la neige et des glaciers des sommets finit par rejoindre un affluent de ce grand fleuve. Les ADF, pourchassés par l'armée ougandaise, se sont donc réfugiés
sur les flancs de cet énorme massif montagneux, en particulier du côté congolais. 1996. C'est aussi l'année durant laquelle le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni conjuguèrent leurs efforts militaires pour envahir le Zaïre, qui allait être renommé Congo, ou République démocratique du Congo. Et ces efforts ont permis de faire rapidement chuter le régime vieillissant du maréchal Mobutu Sese Seko, qui n'allait pas tarder à mourir d'un cancer dans son exil marocain. Les ADF ont profité du chaos créé par cette invasion binationale pour participer au pillage. L'armée ougandaise, au fil des ans et au gré de ces invasions successives du territoire congolais, a tenté de les éliminer, mais des rumeurs insistantes ont parfois couru, indiquant qu'elles les ont aussi instrumentalisées afin de déstabiliser un peu plus le grand voisin congolais. Les mêmes bruits ont couru et continuent à courir au sujet d'un possible soutien venu du Rwanda. À une certaine époque, les ADF avaient aussi reçu un appui du Soudan d'Omar al-Bashir, qui était lui-même aux prises avec la SPLA, soutenu par l'Ouganda de Museveni. Pendant un certain nombre d'années, les ADF ont fait profil bas et on les aurait presque oubliées. Mais en fait, elles n'avaient jamais complètement disparu et elles n'ont pas manqué de réapparaître de temps à autre avec des actions menées en territoire congolais, toujours à partir de leur base du Rwenzori. Est-ce une contagion venue du régime islamiste de Khartoum? Toujours est-il qu'au fil des ans, les ADF ont pris une couleur islamiste de plus en plus prononcée, alors que les musulmans sont très minoritaires tant en Ouganda qu'en République démocratique du Congo. En 2019, les ADF ont même posté une vidéo sur les réseaux sociaux montrant leur leader Moussa Baloukou faisant allégeance à l'État islamique, c'est-à-dire à Daesh. Comme vous le savez, chers auditeurs, la situation au Kivu, en République démocratique du Congo, me préoccupe beaucoup, avec les prises récentes de grandes villes telles que Goma puis Bukavu au début de cette année. Cette nouvelle invasion est le fait d'un groupe armé nommé M23, qui est en fait une création des services secrets de l'armée rwandaise de Paul Kagame. Ce M23 a été équipé et formé au Rwanda et il comprend dans ses rangs nombre de citoyens rwandais. Comme si cela ne suffisait pas, l'armée rwandaise est intervenue directement en territoire congolais, même si Kagame l'a toujours nié, prétendant que le M23 est une rébellion congolaise en lutte contre le gouvernement de Kinshasa. Nombre de rapports de l'ONU et d'autres organisations ont cependant prouvé l'implication directe de l'armée rwandaise. J'ai dit que cette fausse rébellion congolaise s'était emparée d'une grande partie du Kivu, tant dans la province du Nord Kivu que dans celle du Sud Kivu. Cependant, les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo contrôlent encore la partie nord de la province du Nord Kivu, où se trouvent des villes telles que Lubero, Butembo et Beni, en pays Nandé, ce groupe ethnique dont je vous ai déjà parlé il y a quelques minutes. C'est précisément dans ce secteur que l'on assiste depuis plusieurs semaines à une recrudescence des attaques des ADF. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Les ADF ont certainement été encouragés par le régime de Kigali afin de faire diversion, voire même de prendre l'armée congolaise à revers. Les attaques des ADF au nord du Nord Kivu constituent donc une guerre dans la guerre, une guerre encore moins médiatisée que la principale, celle du M23. Mais ces incursions répétées des ADF sont certainement plus meurtrières que celles combinées du M23 et de l'armée rwandaise plus au sud. Et le rôle du pays voisin, l'Ouganda, dans ce théâtre d'opérations secondaires, est, comme toujours, pour le moins ambigu. Depuis 2021, l'Ouganda a déployé un contingent de son armée aux côtés des forces armées congolaises dans cette partie de la RDC, afin de lutter contre les exactions de ces rebelles, du moins officiellement. Le déploiement de ces soldats de l'opération baptisée Shuja
n'a malheureusement pas permis de vaincre les ADF. La volonté réelle des autorités ougandaises et celle de leur armée est régulièrement mise en cause par différents observateurs. Pour l'Ouganda, l'objectif réel de cette opération n'est pas la traque des ADF. L'objectif principal des militaires ougandais semble être plutôt la sécurisation des routes commerciales qui relient l'Est de la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Sécuriser ces routes commerciales permet en effet l'acheminement vers l'Ouganda et vers le reste du monde, via ce pays, de toute la production d'or, ainsi que celle du café, de thé et de cacao de cette partie de la RDC. Nul doute que des officiers ougandais profitent largement de ce juteux trafic qui n'est en fait que de la propagande, de la contrebande cachée. Les rebelles ADF, quant à eux, préfèrent éviter les affrontements directs avec les armées ougandaises et congolaises. Ils préfèrent cibler les populations civiles. Et les ADF ont profité du chaos ambiant causé par l'opération principale, celle du M23, pour s'engager dans une spirale de plus en plus meurtrière, visant particulièrement les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Je rappelle que dans cette région, les chrétiens, toutes tendances confondues, sont largement majoritaires. Ces dernières semaines, une succession de massacres perpétrés souvent durant des offices religieux, voire même pendant des funérailles, ont eu lieu. Ces massacres se sont déroulés dans des localités du nord de la province du Nord-Kivu et même dans des secteurs de la province voisine de l'Ituri. C'est ainsi que mercredi 10 septembre, les funérailles d'une soixantaine de victimes de l'un de ces massacres ont eu lieu dans le territoire de Lubero, tandis que d'autres étaient encore en préparation. Le bilan de la dernière attaque en date s'élèverait à 89 morts, tous des civils, tous des chrétiens. Déjà le 29 juillet dernier, les ADF avaient attaqué une église située dans la localité de Komanda, à 60 km au sud de Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri. Cette attaque avait fait au moins 49 morts. Elle s'était déroulée pendant l'office religieux. Les assaillants avaient en effet pris pour cible les fidèles rassemblés pour une veillée de prière nocturne. Je ne souhaite pas prolonger indéfiniment cette émission en faisant la liste de tous les massacres, de toutes les horreurs perpétrées par les ADF ces derniers mois. La liste de ces horreurs serait beaucoup trop longue. Je tenais cependant à évoquer ces massacres, car nos grands médias ne le font pas ou trop peu. Le fait de massacrer des chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, ne semble pas susciter l'intérêt de nos grands médias, d'autant qu'ils sont commis par des terroristes de confession musulmane. Il est beaucoup plus intéressant pour ces médias de diaboliser le rôle de l'armée israélienne à Gaza en nous faisant croire que cette armée d'un pays démocratique commet délibérément des massacres comme le ferait un vulgaire groupe terroriste. Or, il y a des morts civiles à Gaza, mais ce sont, hélas, les victimes collatérales d'opérations militaires menées pour éliminer un véritable groupe terroriste, le Hamas, responsable des odieux massacres et enlèvements de civils le 7 octobre 2023. On ne le rappelle jamais assez. Que l'on parle de la situation à Gaza est normal, mais il faut le faire de manière équilibrée et ne pas déformer la vérité et ne pas, surtout, inverser les responsabilités. Et il faudrait que cette actualité à Gaza ne nous fasse pas oublier les véritables massacres qui se déroulent en ce moment même dans l'est de la République démocratique du Congo, où les chrétiens sont tués pour le simple fait d'être chrétiens. Dans une émission future, j'évoquerai aussi le sort tragique de ces communautés chrétiennes du centre du Nigeria, qui, elles aussi, sont victimes de massacres commis par un groupe rebelle islamiste, Boko Haram. Il serait bon que de temps à autre,
nos grands médias s'intéressent aussi aux chrétiens persécutés de par le monde et que parfois nous puissions, nous aussi, descendre dans la rue pour manifester notre solidarité envers ces chrétiens. C'est sur ces paroles que je vous laisse en compagnie du groupe Alliance de Bukavu, en République démocratique du Congo, un groupe dont j'ai participé à la fondation et à la promotion au fil des ans, un groupe de jeunes qui chantent pour la paix. À la semaine prochaine. J'en ai parlé. Après de longues heures de massacres et de viols, il retombe sous nos yeux dans nos activités. Malgré les différends qui se vivent dans nos villages, peuple congolais restons toujours solidaires. La guerre, la haine, les viols, les massacres, les tueries au Congo sont devenus des souvenirs et non des réalités. Après les efforts conjugués du peuple et de ses dirigeants qui ont voulu bouter hors du pays la guerre, qui ont voulu introduire la justice, la démocratie, qui ont voulu bouter hors du pays la guerre, qui ont voulu introduire la justice, la démocratie. Les enfants